Cher Nicolas, je vous ai également demandé de bien vouloir évoquer avec moi les livres qui ont pu attirer votre attention plus récemment, la musique que vous écoutez, qui vous emporte, sur laquelle, le cas échéant, vous pouvez danser aussi, les films réalisateurs récents, moins récents, que vous souhaiteriez partager avec nous. C'est à vous. Alors, le problème, quand on me demande ce que je lis, souvent, je suis un peu embarrassé parce que je ne lis quasiment pas ce qui se fait en ce moment. Pas du tout par rejet, par ostracisme ou quoi que ce soit. C'est juste que les livres que j'écris demandent énormément de recherche, parce que c'est des grosses, soit des biographies, soit des romans historiques, et j'adore m'immerger dans un univers, m'immerger dans une atmosphère, et donc je lis tout ce qui concerne cette période. Alors ça peut être de la fiction, ça peut être des essais, des souvenirs, des journaux intimes. Donc en fait, derrière chacun de mes romans, il y a 50, 60, 70 livres. Donc ça prend déjà pas mal de temps. Et puis c'est de la lecture active, c'est de la lecture au stabilo, où je fais des fiches, je corne, moi je tripatouille mes bouquins, mes pauvres livres sont tout abîmés. Donc des choses récentes, en fait, j'ai quasiment pas lu de livre dans les derniers mois, voire les dernières années. Il y a une chose, un livre que j'ai lu avec passion pendant le deuxième confinement, c'est la biographie de Paul Morand, faite par mon amie Pauline Dreyfus, qui est un remarquable livre. Pour moi, morandien fervent, c'était une vraie souffrance de me rendre compte à quel point le type était épouvantable, mais ça... l'éternelle dualité entre les écrivains, entre l'homme et l'auteur, mais elle a fait un travail d'une honnêteté intellectuelle, d'une précision, et puis en plus c'est remarquablement écrit. Donc ça, voilà, le livre récent que j'ai lu et aimé, c'est celui-ci. Sinon, ce sera, voilà, les derniers livres que j'ai lus, c'est le journal de Georges Lamparis, qui était grand compositeur de musique de film, qui a tenu son journal entre 1914 et 1968. Ça s'appelle Les jours comme ils viennent, et ça j'ai lu parce que je prépare un livre sur ces thèmes-là. Et là j'ai lu ça avec délice pendant les vacances de Noël. Et sinon, les mémoires de Maurice Lehmann, qui a été directeur du théâtre du Châtelet pendant 50 ans. Voilà, où là on a toute la vie des théâtres parisiens, du music hall. Voilà, ça ce sont mes lectures récentes. D'accord, alors la musique. Alors ça, la musique, c'est une des grosses parties, une des grosses passions de ma vie. C'est-à-dire que moi, j'estime que la musique, d'abord, est infiniment supérieure à la littérature. C'est pour moi l'art suprême, parce que on n'a pas besoin, parce que c'est un art sans, il n'y a pas la barrière de la langue. Ça parle immédiatement, comme la nourriture. Ça parle tout de suite ça parle aux tripes, en fait. C'est quelque chose de sensuel, de sensitif. On est dans le ressenti immédiat. Il n'y a pas de Il n'y a pas besoin du truchement d'une graphie, d'un alphabet. Ça peut être apprécié dans toutes les langues, parce que qui sommes-nous pour juger d'un texte de Nabokov ou de James Joyce si on ne parle pas la langue originale de l'auteur? Il y a déjà la barrière de la traduction. Voilà, bon, ça c'est un vieux débat. Mais la musique m'occupe tous les jours, parce que d'abord je suis critique musicale, critique d'opéra depuis plus de 20 ans. J'écoute de la musique toute la journée, pas en ce moment. J'écoute pas de la musique quand je travaille, c'est le seul moment, parce que la musique, justement, je l'écoute. Quand je travaille, ça me distrait, parce que je pars. J'écoute essentiellement de la musique classique, beaucoup d'opéra. Et j'ai un goût, pour le coup, depuis toujours, que m'a donné mon père, pour la chanson française comique. C'est-à-dire que c'est ce qui commence dans les années 10, dans les années 20, dans les années 30, les chansons du café-concert, du music-hall. J'ai grandi en écoutant du Jean Just, du Ray Ventura, du Fernandel, du Georges Milton, du Dranem, du Paulus, toutes ces choses-là. Et ça, j'en écoute beaucoup, et je fais écouter ça à mes enfants, parce que je me dis, personne d'autre ne leur fera jamais écouter des trucs pareils, et je préfère que mes enfants fredonne Evelan, passe-moi l'éponge de Fernand Reynaud, ou des chansons colonialistes d'Henri Jeunesse, plutôt que Aya Nakamura. Voilà, je me dis... Oh mon Dieu, ça c'est un vrai sujet. Voilà, je dis bon... Je ne comprends pas. Je veux dire, je trouve ça toujours... Voilà, c'est parce que c'est des chansons qu'on peut chanter ensemble. Enfin, voilà, et donc j'ai toujours aimé la chanson comique, qui est une chose qui a totalement disparu, en fait, du répertoire français, alors que ça fait vraiment partie intégrante. Même des chanteurs sérieux ont fait de la chanson comique. Je veux dire, Brassens, il y en avait beaucoup, Brel en a fait, Gréco en a fait. Puis alors en remontant, il y en a dont c'était la spécialité, avec le comique troupier. Mais c'est quelque chose qui a disparu, je pense, avec la disparition des music halls.
et des cafés-concerts et tout ça. Maintenant, les chanteurs se prennent très au sérieux, ils veulent penser, ils veulent avoir laisser passer des messages, ou alors on est dans l'inanité absolue, mais donc voilà. Et ce matin, qu'est-ce que j'écoute encore? Et en ce moment, très précisément, j'ai une petite période Franz Lehár, l'auteur de La Veuve Joyeuse, mais de beaucoup plus de choses que ça, qui est un compositeur tout à fait remarquable, un peu méprisé parce que c'était de l'opérette, et ça c'est un de mes grands combats, c'est de défendre la tradition de la musique légère. J'ai fait un livre sur Offenbach il y a une dizaine d'années, qui est le compositeur par lequel qui est mon andouillette, si je puis dire, dans l'univers musical. Je suis entré dans la musique et dans l'opéra par Offenbach. Et donc, en ce moment, Léa, c'est de la musique remarquablement conçue, construite, pensée, et très astuce et très ficelle, parce que c'est de l'efficacité. Mais cet homme était un ami de Puccini, et on sent que l'un et l'autre, d'ailleurs, se sont, au fur et à mesure de leur carrière, influencés. On sent que l'un et l'autre se sont écoutés. Et donc, ce matin, dans mon bain, j'écoutais des extraits d'Eva, une de ces opérettes qui, je crois, a été composée juste avant la Première Guerre mondiale. Voilà. Cinéma. Alors, le cinéma, autre passion très ancienne, parce qu'en fait... Vous en parlez, il y a un chapitre oui, sur... faites un lien entre la littérature et le cinéma. Moi, en fait, D'abord, avant d'être écrivain, moi, ce qui n'était pas du tout une vocation, moi, je ne pensais pas du tout faire ça, je voulais faire des films. Je voulais être réalisateur du cinéma. Et en fait, je pense mes livres par images. Je les scénarise, je les séquence, si je puis dire. Je fais même des bibles de personnages pour ne pas me perdre. Et quand j'attaque un chapitre, je place ma caméra. C'est-à-dire, j'angle mes phrases. Et en fait, je pense mes chapitres exactement comme des plans, en fait, je vois mes personnages, je vois une intrigue qui évolue, et j'agis presque plus en mettant en scène qu'en écrivain. Donc le cinéma, je fais partie aussi d'une génération qui a été aussi bien nourrie de films que de livres, donc d'images que de mots, voire parfois plus d'images que de mots. Donc forcément, on a un rapport à la chose écrite qui passe, je pense, nécessairement par le truchement en tout cas d'une mémoire visuelle. Et donc le cinéma, je suis je suis plus cinéma français que cinéma américain, même si certaines choses me plaisent, et j'ai passé 3 ans à écrire un roman qui sortira chez Albin Michel en septembre prochain, qui s'appelle Ce que l'on sait de Max Tepard, et qui est une espèce d'histoire parallèle du cinéma français de 1900 à 1940, puis on saute jusque dans les années 60, et j'ai imaginé un cinéaste qui aurait été dans l'ombre de toutes les grandes découvertes cinématographiques, et en fait qui les aurait provoquées. Et donc ça m'a permis d'abord de revoir une infinité de films, et de mettre en scène tout ce cinéma français que j'adore des années 30, 40, 50, 60, c'est-à-dire ces grands films où les acteurs secondaires ont autant d'importance que les acteurs de premier plan, où souvent c'est ceux qu'on appelle les excentriques, c'est-à-dire toute la génération des Julien Carrette, Jean Tissier, Noël Roquevert, Saturnin Fabre, bien entendu, tous ces gens-là. En fait, c'est eux que le public venait voir. Ils attendaient les 10 minutes de tour de piste, exactement comme un musical, de tour de piste de ces artistes, plutôt que d'entendre les roucoulades d'Annabella ou de Jean-Pierre Aumont, pour citer l'exemple, par exemple, d'Hôtel du Nord. En fait, on se souvient d'Arletty et Louis Jouvet, qui en fait sont des seconds rôles, sont des personnages qu'on voit peut-être 20-25 minutes dans la durée totale du film, mais c'est d'eux qu'on se souvient. Et donc, mon amour du cinéma, c'est un amour aussi des personnages, des acteurs, et j'ai j'avais un dieu, si je puis dire, depuis toujours, c'était Jean-Pierre Mocky. Voilà, les films de Mocky, je les ai découverts quand j'avais 11 ou 12 ans, et ils ont scandé ma vie, et c'est un univers dans lequel je me suis toujours retrouvé, c'est-à-dire c'est un mélange d'amateurisme complet, de pure poésie, de mauvais goût, pas de vulgarité, de mauvais goût et d'extrême raffinement, et puis un côté touche à tout, sale gosse, un esprit très harakiri, très bête et méchant, à vouloir être redresseur de tort, à tirer dans tous les coins. Et puis tous les grands acteurs français sont passés chez lui, et ils sont jamais aussi décalés et aussi paradoxalement justes que dans ses films à lui. Alors les films des dernières années étaient vraiment pas terribles parce qu'on sentait qu'ils étaient bricolés, mais c'est un type qui a pu faire des films jusqu'à sa mort l'année dernière, il avait près de 90 ans, exactement comme on faisait des films à l'aube du cinéma, à l'époque du muet, et
ensuite à l'époque de la Nouvelle Vague, au début, où les films étaient bricolés par une bande de copains. Et donc Moki, pour moi, c'est un des derniers géants du cinéma en France. Mais sinon, j'ai des goûts cinématographiques assez... Voilà, je regarde quasiment pas ce qui se... J'avoue, je regarde assez peu ce qui se fait maintenant, ou alors je les récupère ensuite. Mais je préférerais toujours passer du temps avec Julien Duvivier et Grenet Clair qu'aller voir... Il y avait quand même une culture et un sens du dialogue qui était absolument remarquable, qui était presque aussi important que les acteurs, ce qui est plus le cas aujourd'hui. Oui, mais en même temps, je n'aime pas non plus le théâtre filmé là. Ça, c'est... Non, c'est pas théâtre, pas juste... Mais ce qui se fait en France maintenant, j'ai toujours l'impression de regarder... de regarder un téléfilm pour France 2, quoi. Quand je vois j'ai une mère qui est scénariste de talent et qui reçoit le coffret des Césars, et parfois quand je vois ce qui a été produit en France pendant un an, je me dis, mais d'abord c'est des films qui sont sortis et qui ont disparu, comment est-ce qu'on fait pour donner de l'argent pour ces choses-là? À la limite, pour le coup, depuis 20 ans, j'ai appliqué du cinéma à la série télévisée qui est l'espace de créativité, d'originalité, d'intelligence, d'audace, de provocation parfois, qui a totalement délaissé le grand écran, enfin ce qu'on se connaît comme grand écran, qui est quand même le lieu du politiquement correct, et surtout du cinéma français, de l'ennui nombriliste, c'est des couples qui s'engueulent dans des cuisines rue Saint-Maur. Et voilà, ça me parle peu. Alors qu'à la télé, les séries, essentiellement, certes, les séries anglo-saxonnes, mais pas que, il y a des choses absolument miraculeuses, parce que d'abord la série a cela de grand, qu'elle utilise le médium du cinéma, mais avec le rythme du roman, c'est-à-dire qu'on a le temps de créer des personnages, de s'y habituer, de vivre avec eux, exactement comme on s'installe dans un roman qui prend son temps et qui développe avec des implications, des interactions entre les personnages qui sont impossibles dans un film d'1h30. Alors il y a des chefs-d'œuvre de cinéma français qui sont toujours supérieurs à ce qui peut se faire dans les séries télé, mais à l'inverse, hein, des séries historiques comme The Wire par exemple sur Écoute, les gens l'ont dit, mais pour la culture américaine, pour moi, c'est du même niveau que Moby Dick, que Steinbeck, que Dos Passos, que tous ces gens-là. C'est de la sociologie, c'est de l'analyse, c'est de l'analyse psychologique, c'est leur Balzac ou c'est leur Zola, voilà, par exemple. Ouais, pas mal. Une autre? Le problème des séries, c'est que je regarde... Six Feet Under? Ah bah oui, c'est effectivement, ça c'est l'âge d'or des années 2000. Ça, j'avais dévoré tout ça. Six Feet Under, ou... le problème, c'est que là, pour le coup, en fait, j'avais même à un moment pensé faire un dictionnaire des séries, et je me suis rendu compte que il y en a tellement qui arrivent. On va voir aussi celles qui restent en mémoire. Pour le coup, la série, la barrière, le test, c'est est-ce qu'on les reverrait? Par exemple, j'avais été fasciné, passionné, enflammé comme nous tous par 24 heures chrono. Et j'ai essayé de les revoir. Et en fait, ça ne marche plus. Ça a été très... Parce que l'effet de surprise, alors que je sais que The Wire, un jour, je vais les revoir. Les Six Feet Under, je vais les revoir. Il y en a... Les séries de pure action et qui sont juste fondées sur la surprise. Je serais curieux de revoir Lost, par exemple, que j'avais adoré, qui était une série en fait totalement psychanalytique. Sur les 2-3 premières saisons, ouais. Voilà, bon. Après, ils sont perdus, si on peut dire. Mais... Oui, mais ils sont perdus, mais ils ont fait preuve d'une créativité, alors qui se mordait la queue comme le serpent, mais qui était d'une audace, c'est-à-dire ces gens qui se réinventaient. C'était devenu presque oulipien, c'est l'exercice de style, en fait. C'était du Pérec, en fait, à la fin, Lost. Ils reprenaient un alphabet, ils le mettaient dans l'autre sens pour voir si ça marchait. Il y avait un côté petit chimiste. Petit chimiste. Merci beaucoup. Merci.